Bienvenue au Polysécure épisode spécial PME. Je suis accompagné de René Sylvain. Comment vas-tu? Je vais bien, Nicolas, et toi? Très bien aussi. Est-ce que tu peux te présenter et en profiter justement pour expliquer un peu la mission d'Indominus, juste pour qu'on comprenne un peu la genèse de ce qui va suivre après? Bien sûr. Donc, mon nom est René Sylvain Bédard. Je suis le président fondateur d'Indominus Sécurité Gérée. Et c'est ça. Si on regarde graduellement, j'ai tout près de 30 ans d'expérience en architecture TI. Et également, depuis 7 ans comme entrepreneur moi-même, j'ai relevé des compagnies de cybersécurité, ou d'événements de cybersécurité, je devrais dire. Mais surtout, la réponse aux incidents qui, pour moi, est un vrai brise-cœur. On a vu des propriétaires d'entreprises qui avaient 5, 10, 15 ans d'expérience comme propriétaires d'entreprise. C'était habitué d'être en contrôle. Du jour au lendemain, perdre tout contrôle sur leur environnement. D'avoir des employés qui étaient obligés de payer, mais qui ne pouvaient pas travailler, qui leur offraient zéro productivité. Des clients à qui ils ne pouvaient pas répondre. L'incapacité à savoir où est-ce qu'ils en étaient financièrement. Et tout ça parce que quelqu'un, ce que nous on appelle chez nous un bully, un intimidateur, avait vraiment choisi de les cibler pour venir dans le fond casser la baraque pour obtenir leur argent. Donc on se retrouve vraiment dans une situation où on retourne à la cour d'école où celui qui est plus gros ou qui sont plus nombreux ou qui ont des plus gros bras décide de taper sur le plus petit qui lui n'est pas équipé pour se défendre et ils veulent partir avec son compte de banque ou son argent de lunch dans le cas de l'école. Mais on se retrouve dans une situation où pour nous c'était inacceptable et nous on a décidé que nous aussi on avait le pouvoir, on avait la connaissance, on savait comment ça marchait la techno. Donc on a décidé de prendre tout ça, faire un pivot et de se retrouver d'être dans la position du défenseur, du cyberdéfenseur pour vraiment venir protéger ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Oui, puis de là, de cette mission-là qui est ta mission corporative, tu as pris du temps et tu as écrit un livre pour justement aider les propriétaires de PME à mieux comprendre et à avancer avec ça et ne plus avoir peur essentiellement et, comme tu mentionnes, de reprendre contrôle de leur avant qu'un incident malheureux se passe, en l'occurrence. Est-ce que tu peux parler un peu de la genèse du livre puis ça, parce que moi, je te lève mon chapeau parce que j'ai écrit un seul chapitre dans un livre et j'ai trouvé ça assez singulier, disons. Et là, parce que tu as écrit un livre au complet qui est quand même assez intéressant et il permet ce genre de choses-là. En gros, suivant ces expériences-là de réponse aux incidents, on a vu des propriétaires qui étaient en petite boule dans le coin, quasiment sur le bord de pleurer, justement parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Le but, c'est de les prendre d'un état où ils sont apeurés, qui ne veulent pas parler de cybersécurité parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le langage, puis ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Tu sais, quand on leur parle de SIEM, pour eux autres, c'est 4 lettres. Là. Ça ne veut pas dire ce que ça veut dire pour nous. Donc, j'ai écrit le livre vraiment pour servir de guide d'accompagnement. Donc, d'abord, pour que le client puisse faire l'état de sa situation, vraiment faire sa topographie de ses données, de ses services, qu'il comprenne ce qu'il y a à protéger, ce qui est important. Ensuite, qu'il s'éduque, qu'il éduque son équipe de gestion et au final, qu'il éduque ses employés. Construire un environnement de cyberdéfense qui se tient, basé sur ces données-là qu'il vient de collecter. Et ensuite, venir unifier tout ça. Donc, dans l'unification, il y a le vieux pattern qui existe, qui est People, Process and Technology. Donc, la technologie, les gens et les processus. Moi, j'ajoute à ça tout ce qui est écosystème. Parce que si tu donnes accès à quelqu'un, à ton écosystème, on l'a vu avec l'instant de Microsoft pour SolarWinds, si on a accès à ton système et c'est eux qui se font compromettre, ben, t'es compromis toi aussi. Et après ça, il y a toute la portion de révision. Donc, une fois par année, s'assurer qu'on fait des audits, s'assurer qu'on fait des tests d'intrusion, s'assurer qu'on a un registre de toutes les fois où on a dit oui, j'accepte ce risque. Un registre des contrôles pour être capable de les donner pour se qualifier pour certains clients, des fois certains appels d'offres. Et finalement, le dernier point, c'est évoluer. Parce qu'avec tout ce qui se passe en technologie, c'est impossible de rester statique parce que si tu restes statique, ton plan sera plus valide dans 6 mois. Effectivement, et essentiellement, tu as mentionné les 6 étapes de ton livre qui sont effectivement sonder, éduquer, construire, unifier et réviser et évoluer. J'allais oublier le dernier qui est quand même essentiel pour rester à jour. On va prendre ce premier épisode-là, on va aborder le premier qui est sonder en profondeur, de voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça comporte et qu'est-ce que ça représente. Fait que je vais te laisser commencer à l'expliquer vraiment ce que la méthode Secure. Ceux qui n'avaient pas vu les choses dans leur tête, ça veut dire c'est écrit Secure. Comment sonder se matérialise dans cet élément-là et qu'est-ce que ça peut servir?
permets, je vais juste prendre une minute avant pour dire, dans le livre, il y a une étape très importante avant de parler de la méthode sécure qui est les mythes qui peuvent tuer ta compagnie. Donc là, je parle vraiment des différents mythes qui sont des fausses croyances, dans le fond. On est trop petit pour être attaqué. On n'a rien que les cybercriminels veulent. Mes données sont chez Microsoft, donc Microsoft s'occupe de ma cybersécurité. Il y a tout plein de raisons comme ça qui font que les gens ne veulent pas gérer leur propre sécurité. Et c'est malheureux à dire, mais je les démantèle un par un. Parce que tout ce que le cybercriminel veut à la fin, c'est ce qu'il y a dans votre portefeuille. S'il peut déranger vos opérations pour le faire, il va le faire. S'il peut arrêter votre compagnie pour le faire, il va le faire. S'il peut aller vider lui-même votre compte de banque, il va le faire aussi. Donc, ce n'est pas une question de savoir si oui ou non vous êtes assez gros. Je parle entre autres dans le premier chapitre, je vais y revenir dans 2 secondes, mais de connaître son ennemi, comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc, sonder, première étape. Premièrement, se connaître soi-même. Quelles sont vos données? Quels sont vos départements? Sur quoi vos données reposent? Qu'est-ce que vous avez besoin pour accéder à vos données? Et là-dedans, c'est là qu'on s'aperçoit très rapidement que le fait d'avoir, par exemple, 1 terabyte de données ou 1 teraoctet de données, ce n'est pas 1 teraoctet de données qui a besoin d'être protégé. Il y a une criticité à mettre en place et il y a une confidentialité et une sensibilité. Donc, vraiment, c'est d'arriver à faire la topographie comme quand on bâtit une nouvelle maison. On ne peut pas bâtir une nouvelle maison sans faire une localisation de terrain pour savoir s'il y a des sources d'eau, savoir où est-ce qu'ils sont vos lignes de l'eau, etc. Je prends exactement le même principe pour venir créer des cyberdéfenses. Avant de construire, il faut connaître le terrain. Donc, quels sont vos départements? Chaque département doit avoir des données qui sont critiques. Par exemple, le plan d'acquisition d'entreprise ou le plan d'acquisition de clients ou les données RH. Donc, toutes ces données-là, spécifiques dépendant des départements, ont un niveau de criticité. Vous n'avez pas besoin de vous en faire pour protéger le document que vous donnez gratuitement à tous vos clients potentiels. Il est déjà sur Internet, vous allez le retrouver dans vos courriels. Ça fait pas partie de ce qui est critique. Par contre, la liste de paye, les numéros d'assurance sociale, les dates de naissance des employés, ça, c'est hyper critique. Il faut que vous vous assuriez que ça, c'est très bien protégé. À ça, j'arrive à faire une matrice pour les clients que je propose qui est les différents départements, les différentes criticalités de données. Et là, on met les différents types de données là-dedans, puis ça nous donne un peu qu'est-ce qui a besoin d'être protégé. L'étape suivante, c'est de venir regarder, OK, sur quoi est-ce que ces données-là reposent pour pouvoir continuer à opérer. Je donne l'exemple, vous avez un ERP qui, par exemple, roule sur Oracle, ben, vous allez avoir besoin de votre base de données qui, elle, va avoir besoin de son stockage, mais qui va probablement aussi avoir besoin d'Active Directory pour être en mesure de vous authentifier dessus et de continuer à opérer. Donc, ces 3 services-là deviennent vos services dépendants pour vos données CRM que vous avez besoin pour avoir accès à vos clients. C'est un exemple, mais c'est vraiment de faire cette étude-là, prendre le temps d'y penser et d'être capable de localiser où est-ce qu'ils sont les données. Oui, de se connaître, c'est important. Puis un peu comme dans les arts martiaux, c'est un élément important qui est fondamental à ta capacité de bien œuvrer là-dedans, de se connaître soi-même, connaître ses données. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, loi 25 nous oblige un petit peu de ce passage-là, plus pour les données personnelles, mais il demeure que tant qu'à faire l'exercice pour les données personnelles, ben, vaut mieux le faire pour l'ensemble et avoir l'entière visibilité de ce qu'on a, parce que si on ne peut protéger que qu'est-ce qu'on connaît, si on ne le connaît pas, on ne peut pas le protéger au niveau adéquat par rapport à ça. La seconde phase de sonder, c'est connaître son environnement aussi. Parce que se connaître soi, c'est bien, mais il faut connaître son environnement et ça a des conséquences et donc ça nous amène à faire des choix particuliers. Et l'exemple que je donne toujours, c'est un grand établissement de santé qui me disait « Je veux tout prendre en sauvegarde. » Ben, je veux tout prendre en sauvegarde. C'est pratique pour cocher la boîte, mais c'est pas pratique quand vient le temps de récupérer. Ça coûte des heures, ça coûte du temps et surtout, ça coûte des maux de tête quand vient le temps de récupérer les données. La dernière chose qu'on veut dans le cas d'une perte de service ou d'une intrusion ou d'un incident de sécurité, c'est de perdre du temps. Parce que le temps, premièrement, coûte extrêmement cher. En 3 semaines, vous pouvez passer de 750 000 facilement. Dans le cas d'un hôtel, 3 semaines, ça peut être 3 ou 4 millions de dollars qui ne seront pas capables de facturer. Donc, c'est ce genre de choses qui amènent à la réflexion. Mais surtout, l'usabilité des données. Donc, quand vient le temps de trouver les données rapidement et de les remettre en place, si vous en avez moins, c'est beaucoup mieux.
L'étape suivante, on parle vraiment de connaître son ennemi. Donc, là, je viens de déterminer pour les propriétaires qui lisent le livre, c'est qui les cybercriminels? Il y a ceux qui sont, on va dire, financés par l'État. Donc, il y a des études qui existent là-dessus. Il y a des groupes qui sont sous surveillance. Et eux sont des groupes qui viennent carrément répondre à une volonté politique. Donc, l'exemple qu'on a qui est très courant en ce moment, c'est des attaques qui proviennent de Russie parce qu'on aide l'Ukraine. Donc, le fait, c'est pas est-ce que vous êtes une assez grande compagnie pour intéresser la Russie, c'est est-ce que vous êtes au Canada. Donc, tout le monde au Canada est à risque. Et c'est là qu'on voit que, oui, il y a des attaques sur les services gouvernementaux, mais il y a certains noms de compagnies qui ressortent parce qu'ils aident l'Ukraine. Le deuxième groupe, c'est un groupe qu'on appelle les groupes commerciaux. Donc là, on parle vraiment d'entités commerciales. Ce sont des compagnies qui offrent des bénéfices, qui offrent des fonds de pension et qui ont des salariés qui travaillent uniquement à créer du chaos. Et là, vous m'excuserez, là, eux, ce n'est pas spécifiquement votre compagnie. Ils vont faire ce que j'appelle gentiment de la pêche à la dynamite. Hein? Ils vont envoyer 500 000, 1 million de courriels et c'est au meilleur clic. Qui clique sur le fichier et l'exécute, ça va être la prochaine cible potentielle. Donc, vous pensez sur 500 000 ou 1 million de courriels avec 1%, tout d'un coup, il y a des milliers de personnes qui ont cliqué. Et ça, ce groupe commercial-là a parfois un groupe tactique qui, eux, vont cibler des très grandes entreprises. Et pourquoi les très grandes entreprises? Parce que si l'entreprise, par exemple, est sur la bourse, ça donne un troisième vecteur d'attaque. C'est-à-dire qu'ils vont acheter le stock en fonction d'un événement précis qui s'en vient, parution d'état financier, nouveaux produits, lancement, etc., qu'ils vont avoir vu en écoutant ce qui se passait à l'interne de l'entreprise. Et ils vont shorter le stock. Donc, ils vont dire à telle date, le stock va planter. Et ils vont s'arranger pour qu'il plante en déclenchant une cyberattaque et en faisant une extraction de données. Donc là, il y a 3 vecteurs d'attaque. Ils vont vous faire chanter pour que vous puissiez récupérer vos données. Ils vont arrêter vos opérations et ils vont faire de l'argent sur le stock en plus. En plus, puis c'est un des aspects que je trouve qui est le moins bien connu et que les gens ignorent le plus à quel point ils ont industrialisé les attaques. Ça va même plus loin que ce que tu mentionnes au sens où ceux qui envoient le phishing de base, le hameçonnage qui est envoyé pour les millions de courriels qui sont envoyés, c'est un groupe particulier qui est sous-traité par d'autres groupes en plus parce qu'eux sont spécialisés dans ce qu'on appelle l'accès initial. Donc, l'initiation ou ramasser les poissons une fois que la dynamite a passé, fait qu'eux sont spécialisés là-dedans et revendre ces poissons-là à une autre compagnie qui est spécialisée pour faire un peu ce que tu mentionnes, d'aller faire de l'extorsion, peu importe, là, tu as nommé des stratégies. Il y a celle-ci et encore plus. Donc, ça bouscule les gens. Puis je pense que les PME notamment n'ont pas bien internalisé le fait qu'ils font faire un adversaire comme si c'était un compétiteur et non juste un groupe d'adolescents un peu avec un peu trop de temps libre. Fait qu'on n'est pas dans la même réflexion. Puis c'est pas encore bien maîtrisé, disons, cette conception-là. Tout à fait. Et à ça, on ajoute le fait que les groupes maintenant, tu parlais tantôt d'industrialisation. L'exemple frappant que moi j'ai eu personnellement là-dessus, c'est une attaque qui a eu lieu chez Microsoft il y a 1 an et demi à peu près. L'attaque était hyper sophistiquée. On parlait d'un vol de jetons d'authentification. Ça a pris des mois à mettre en place. Ils ont réussi à attraper 2 personnes avec des privilèges chez Microsoft, se sont pété les bretelles, ont causé du tort à Microsoft en tant que marque, etc. Mais moi, j'ai vu la même attaque 9 mois après dans une petite firme de 30 personnes. Ça veut dire que l'attaque qui avait été multi-stage et très bien était maintenant devenue une attaque en vente sur le dark web as a service qui pouvait être réutilisée par n'importe quel groupe. Donc, quand on regarde ça et qu'on prend ce que, dans le dernier rapport de cyberdéfense, on dit que le dark web, donc le côté sombre, est devenu la 2e plus grande économie au monde. Il n'y a plus de question à savoir est-ce qu'ils peuvent le faire, c'est simplement est-ce qu'ils veulent le faire. Parce que côté financier, ils ont les moyens. Ah, absolument. Ils ont les moyens, puis ils sous-traitent. C'est une business exactement comme on voit ailleurs. Ils ont des spécialistes dans certaines zones qui font certains travaux, d'autres dans d'autres zones. Il y en a qui sont des employés de certains États. Tu mentionnais des acteurs étatiques. Eux, ils ont littéralement des employés, des fonctionnaires que leur job, c'est de casser les systèmes de pays ou de compagnies dans des pays qui leur sont hostiles à leur philosophie. Donc,
tout ça est quand même ultra organisé. On ne fait pas face à des groupes désorganisés. Puis ça change un peu des gangs criminels qu'on avait l'habitude, qui ont des patchs, mais qui n'ont pas l'air organisés, mais qui sont quand même assez organisés. Eux sont encore plus organisés. Puis comme tu disais, c'est l'équivalent de la deuxième plus grande économie au monde. C'est quand même immense comme marché. Et c'est gros, la plus grande économie au monde. Donc, il y a quand même. C'est quand même très, très impressionnant. On a fait un premier tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais pour conclure ce volet-là de ton livre? Je te dirais, le dernier point que j'amènerais, c'est qu'à la fin du premier chapitre, il y a vraiment ce concept-là de connaître son score. Donc, ça, vraiment, on a créé, nous, une évaluation sécure pour que les gens soient en mesure de savoir où est-ce qu'ils se positionnent. Donc, en commençant l'exercice de sonder, ils peuvent déjà avoir un survol d'où est-ce qu'ils sont. Puis à la fin du livre, ils peuvent refaire le score pour voir comment ils se sont améliorés. Donc, on a fait ça parce qu'on voulait que les gens soient en mesure de le mesurer puis de bien comprendre où est-ce qu'ils se positionnaient. Et à la fin de sonder, vous n'êtes pas encore plus sécure, sauf que vous êtes plus conscient déjà des données que vous avez. Puis il y a tout un point de vue de budget que je veux juste passer rapidement. On m'a demandé une fois dans une conférence, est-ce que ça veut dire que la cybersécurité devrait avoir un budget illimité? La réponse, c'est non. Mais l'idée, c'est qu'elle ne souffre pas d'un déficit d'attention. Parce que le déficit d'attention va dire arrange ça, puis tu m'enverras la facture. Mais ça veut dire que je vais essayer de tout protéger. Ce faisant, je risque de mal le faire. Et ce faisant, ça risque de coûter plus cher. Alors que si vous êtes déjà conscient qu'il y a 10% de vos données qui ont besoin d'être protégées, bien en partant, ça ne vous coûtera pas la totale parce que vous allez avoir segmenté ce que vous devez protéger. À ça, j'ajoute le fait que quand le cybercriminel, lui, va regarder votre compte de banque, il va faire une règle de maths très, très facile. Là. Il va dire 80% de ce qu'il y a dans le compte, c'est ça que tu me dois. Fait que pensez-y, en tant qu'entreprise, si vous êtes rentable, si vous faites un petit peu d'argent, vous avez travaillé fort votre argent, ce serait dommage de l'envoyer au cybercriminel. Tout à fait. Et ne pensez pas reprendre cet argent-là puis le mettre en dessous de votre matelas parce que c'est pas un bon moyen de protection en ce sens-là. Merci énormément pour ce premier survol du premier chapitre de ton livre. Puis on va faire les suivants dans les prochains épisodes. Merci. Merci beaucoup. Thank you.